France Inter. It's morning edition from NPR News. France Inter. Le 18-20. Fabienne Synthèse. Un jour dans le monde, c'est un jour dans un monde sans médias publics internationaux. This is a voice speaking from America. The news may be good or bad. We shall tell you the truth. Welcome back. President Trump is dismantling Voice of America, otherwise known as VOA. Voilà ce qu'on entend donc sur Voice of America. Bonsoir Thibaut Brutin. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Reporters sans frontières. On rejoindra Sébastien Berriot dans un instant qui nous attend à Pékin. Il faut d'abord expliquer ce que c'est, pas seulement Voice of America. D'ailleurs, tout ça est chapeauté par quelque chose qui s'appelle les médias publics américains qui diffusent à travers le monde. Ça s'appelle l'USAGM, l'US Agency for Global Media. Il y a Voice of America, il y a Radio Free Europe, il y en a d'autres. C'est quoi ces radios, Thibaut Brutin? Elles touchent qui? Elles servent à quoi? Et elles sont combien surtout? Alors, c'est des radios, c'est des télévisions, c'est des sites internet qui sont des outils pour s'informer dans les régimes les plus répressifs. Le principe de Voice of America, de Radio Free Europe, je pense aussi notamment à Radio Free Asia, qui est très important. Et c'est difficile de parler de toutes les antennes de ce USAGM, parce qu'il y en a énormément. C'est 47 langues, par exemple, Voice of America. C'est vous dire l'ampleur de ce dispositif. Mais il y a aussi des radios qui sont très, très impactantes. Je pense à Radio Marti, par exemple, la destination de Cuba. Donc, c'est un outil qui permet d'informer des centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est des rédactions qui sont indépendantes, qui ont construit leur indépendance au fur et à mesure des années. C'est évidemment durant la Seconde Guerre mondiale, puis après durant la guerre froide, qu'elles ont montré leur importance. Mais depuis 1999 et une réforme assez importante, elles ont aussi conquis une indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif américain. Et il est important de dire que la majorité des journalistes qui travaillent dans ces rédactions ne sont pas des citoyens américains. Ce sont des journalistes en exil, des journalistes déplacés, qui ont fait le choix, et ont fait un choix fort, qui est celui de continuer à informer. Ça fait 420 millions de personnes qui sont touchées, donc c'est énorme. Qui sont les destinataires de ces sites, de ces radios, de ces télés? Le décret signé par Donald Trump, vous avez sûrement vu cette phrase, Thibaut Brutin, il parle d'activité inutile de la bureaucratie. Ça fait rêver quand même. Oui, et il y a aussi toute une série d'assurances que les dirigeants de ces médias avaient pu avoir vis-à-vis des sénateurs, même républicains, qui ont été complètement balayés par un tweet d'Elon Musk. Évidemment, les Américains ne savent pas ce que sont ces médias. C'est normal, ils n'en sont pas les destinataires. Est-ce que ces médias contribuent à l'influence américaine? Est-ce qu'ils contribuent à la promotion du mode de vie américain, des valeurs politiques américaines? Évidemment. Donc c'est une faute morale que de mettre un terme à ces transmissions, mais c'est aussi un contresens géostratégique, géopolitique. Alors, ce qu'il faut ajouter aussi d'ailleurs, c'est que les contrats qui lient des agences de presse à Voice of America et autres ont été radiés. Ça veut dire l'AFP, ça veut dire Reuters, ça veut dire AP, c'est ceux qui fournissent des dépêches, qui fournissent des photos, qui fournissent des vidéos. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pas complètement fermé, mais réduit à une portion plus que congrue. Est-ce que ça ou fermé, c'est pareil? La situation est différente en fonction des médias. Et nous, on est en contact avec chacun des médias que j'ai mentionnés. Voice of America a été l'objet c'est un terme bizarre, de congé administratif. C'est-à-dire que les personnels ne doivent pas continuer à travailler. Ça leur a été explicitement demandé. Radio Free Europe est dans une situation un petit peu différente et ils continuent à bosser. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que la rédaction, l'ensemble du média se mobilise pour sa propre survie. C'est-à-dire que non seulement ils continuent à bosser, mais leur équipe de plaidoyer, leur équipe d'affaires publiques, etc. sont mobilisés pour organiser un financement, par exemple, qui pourrait prendre le relais des Américains. Et c'est une lutte contre la montre, une lutte contre la mort, que ces médias ont entrepris, et on est à leur côté dans cette épreuve. Par exemple, Radio Free Europe, typiquement, qui est né effectivement au moment de la guerre froide, Voice of America, vous l'avez dit, c'est 1942, c'était pour lutter contre la propagande nazie. Radio Free Asia, on va y aller dans un instant, permet depuis 96 de faire des reportages qui sont non censurés. Radio Free Europe, ça parle à qui, puisqu'on est là dans notre champ, si je puis dire, ça parle à qui et ça dit quoi? Alors ça parle à la Fédération de Russie et aux territoires qui y sont associés, ça parle aussi aux territoires occupés de l'Ukraine, et c'est aujourd'hui un des médias les plus puissants
pour contrer le narratif du Kremlin. Et quand je dis contrer le narratif du Kremlin, c'est dire que ce n'est pas propagande contre propagande. C'est pas magie noire contre magie noire. Radio Free Europe, c'est la magie blanche du journalisme face à des organes de propagande qui sont capables de raconter tout et n'importe quoi. Et il y a eu une scène sidérante, moi, qui m'a meurtri profondément. Allez-y. C'est quand vous regardez Первый Канал, qui est la première chaîne russe, et qui est une chaîne où l'on dit tout et n'importe quoi. Il y a des talk-shows, notamment celui de Monsieur Solovyov, qui est un talk-show terrifiant, parce que on y discute assez librement de quelle ville européenne bombarder avec l'arme nucléaire. Eh bien, il y a eu une petite célébration à l'antenne. Eh bien, Margareta Simonian, la patronne de RT, face à Solovyov, s'est dit, c'est le plus beau jour de notre vie, nous allons enfin nous débarrasser de ces médias qui venaient parasiter notre contrôle de l'information. Et c'est vous dire que Poutine en rêvait, Trump va peut-être le faire. Alors, il n'y a pas que Poutine qui en rêvait, tous les dictateurs, en gros, se frottent les mains, les États-Unis font le boulot pour eux, et c'est bien le cas en Chine. Bonsoir Sébastien Berriot. Oui, bonsoir Fabienne. Très joli cadeau donc à Xi Jinping, Sébastien, l'arrêt de Radio Free Asia et de Voice of America. Alors, ce n'est pas officiellement une célébration, mais ça y ressemble quand même un petit peu. Ces derniers jours, les médias officiels chinois se sont ouvertement félicités de la décision de Donald Trump de démanteler La Voix de l'Amérique et Radio Free Asia. Dans un éditorial, le très officiel Global Times parle de La Voix de l'Amérique comme, je cite, d'une usine à mensonges qui a cessé ses activités. Ces médias, je cite encore, soi-disant symboles de liberté, ont été jetés comme un chiffon sale par leur propre gouvernement. Alors pourquoi de tels propos ? Eh bien tout simplement parce que La Voix de l'Amérique, mais surtout Radio Free Asia, ont une ligne éditoriale qui gêne depuis de nombreuses années le régime communiste de Pékin, une couverture de la Chine qui donne la parole aux dissidents, qui traite de sujets très sensibles. Radio Free Asia a aussi été l'un des tout premiers à parler des camps de rééducation au Xinjiang. Bref, des informations que les autorités chinoises souhaiteraient ne pas voir diffusées. Et surtout, ce qui irrite particulièrement Pékin, c'est que Radio Free Asia et La Voix de l'Amérique s'adressent directement aux Chinois avec un site en mandarin, mais aussi pour Radio Free Asia en langue ouïghour et en tibétain. Alors vous allez me dire que leurs sites internet ne sont pas accessibles sur le territoire chinois. Effectivement, c'est vrai, ils sont bloqués, mais avec un outil très simple qui s'appelle le VPN, l'internaute chinois peut tout de même avoir accès aux informations des deux médias américains. Et alors Sébastien, si Voice of America et Radio Free Asia venaient à disparaître corps et biens, est-ce qu'il reste aujourd'hui d'autres médias similaires qui couvrent l'actualité chinoise en chinois, évidemment sans censure? Oui, quelques-uns. On peut citer par exemple le site internet en mandarin de RFI, Radio France Internationale, ou encore la BBC. Mais il est clair qu'en coupant les vivres à Radio Free Asia et à La Voix de l'Amérique, Donald Trump donne un sérieux coup de pouce à la propagande chinoise et à ces médias qui, eux, vont plus que jamais continuer de faire leur travail. Et merci beaucoup à Sébastien Berriot. Thibaut Brutin, vous disiez tout à l'heure que certaines, et notamment c'est le cas de Radio Free Europe, essayaient de se financer pour essayer de ne pas mourir. Qu'est-ce que ça coûterait, et à nous, l'Europe en particulier, de pallier l'argent des Américains ? Aujourd'hui, Radio Free Europe, c'est 120 millions de dollars. Il y a évidemment des coupes qu'on pourrait opérer, notamment il y a des diffusions satellitaires qui sont en doublon. Nous, on opère avec Radio Free Europe et leur contenu un bouquet satellitaire à destination de la Fédération de Russie. Donc on pourrait tout à fait organiser une mutualisation de certains coûts. Mais cette centaine de millions de dollars, quand on parle des 800 milliards d'économies de guerre qui ont été annoncées, je crois qu'on peut les trouver. La question, elle est double. C'est: est-ce que la décision qui a été prise par l'administration Trump est une décision qui est légale et constitutionnelle, et est-ce qu'elle peut aboutir ? Et deuxièmement, si elle devait aboutir, est-ce que l'Union européenne ou des États membres de l'Union européenne est prête ou sont prêtes à s'engager financièrement pour permettre la survie de ces médias. Et vous avez déjà posé la question, vous, à RSF, j'imagine ? Alors nous, on a contacté un grand nombre des 27 États membres. 11 États se sont prononcés en faveur déjà d'un soutien. Il y a encore des incertitudes, notamment sur la position de la France, qui ne m'est pas connue. Et je crois que ce qui est important de se dire, c'est que il faut concevoir que ces outils d'information, ces radios, ces télévisions, elles sont aujourd'hui installées en Europe. Radio Free Europe, son siège, il est à Prague. J'y suis allé, c'est formidablement grand. C'est une rédaction où on parle toutes les langues de l'espace ex-soviétique. Eh bien, c'est un outil qui est nécessaire aujourd'hui
à la construction d'un espace informationnel européen. Est-ce qu'il y a une crainte que Voice of America devienne Voice of Trump, par exemple, qu'on utilise l'outil, qu'on garde l'outil, mais qu'on l'utilise à des fins de propagande dans l'autre sens? Paradoxalement, c'est le scénario auquel on s'était préparé. Et Radio Free Europe, avec tous les médias de USAGM, donc cette fameuse holding qu'on évoquait, eh bien, ont organisé une forme de résistance avec des conseils d'éthique et d'indépendance qui ont été mis en place. C'est pour ça que la légalité de la décision de Trump est tout à fait contestable. Et on va la contester en justice, et Reporters sans frontières prendra sa part, et peut-être même une part très importante dans l'action juridique. Parce que le premier amendement de la Constitution américaine est très clair. Il dit qu'il ne doit pas être pris de lois ou de décisions qui vont à l'encontre de la liberté de la presse. Bon, là, je crois que c'est la démonstration n'est plus à faire. Et puis, par ailleurs, c'est le Congrès, normalement, qui décide de l'affectation budgétaire des médias américains de l'audiovisuel extérieur. Là-dessus, le processus n'a clairement pas été respecté. Donc, il faut absolument se battre sur la légalité et la constitutionnalité de cette décision. Aux États-Unis, Thibaut Brutin, désormais, certaines chaînes ont payé pour ne pas crouler sous des procès qui auraient pu être extrêmement coûteux. CNN a rétrogradé, et donc il est parti, l'un de ces journalistes très accrocheurs contre Trump qui s'appelle Jim Acosta. Le Washington Post, on sait bien, appartient à Jeff Bezos, on sait ce qui s'est passé avant l'élection. On sait aussi qu'il a décidé de tout changer dans les pages opinion. On pourrait citer plein d'exemples de ce genre-là. Il y a des sites remplis de fake news qui désormais ont pignon sur rue. De combien d'étages la liberté de la presse est tombée selon vos critères aux États-Unis, là, en l'espace de 3 mois? Eh bien, vous le saurez lorsqu'on dévoilera notre classement mondial le 2 mai prochain. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de liberté d'expression aux États-Unis, à tort et à travers. C'est-à-dire que la liberté d'expression, par exemple, a été invoquée récemment par un tribunal pour permettre de déplafonner les dépenses d'un candidat. Parce que le fait qu'il puisse pas dépenser tant pour sa campagne, c'était une atteinte à sa liberté d'expression. Mais en même temps, vous avez cette même administration Trump qui est capable de virer les journalistes de AP parce qu'ils ne emploient pas le mot Golfe d'Amérique. Ces gens ne sont pas sérieux. La liberté de la presse est un des fondements de l'histoire américaine. Si le premier amendement, parce que le premier amendement, ça ne parle pas de liberté d'expression, ça parle de bien d'autres choses. Ça parle de liberté d'expression, de liberté de la presse, de droit de se rassembler, de droit de pétitionner. Ça n'a rien à voir avec un usage débridé de la liberté d'expression pour dire tout et n'importe quoi. Et la liberté de la presse, il faut que les rédactions le comprennent. Ce n'est pas la liberté d'expression étendue aux journalistes. Ce n'est pas le droit des rédactions de dire tout et n'importe quoi ou ce qui leur passe par la tête. C'est le droit de travailler de façon responsable, éthique, déontologique. Et là, je crois qu'il est important que les médias se battent pour que ce principe soit réaffirmé. Merci beaucoup Thibaut Brutin, vous êtes le directeur général de Reporters sans frontières. Merci beaucoup de votre passage dans Un jour dans le monde. La suite, ce soir, ça se passe à Rome, ça se passe au Vatican surtout, où le pape apparemment va mieux, mais est-ce qu'il est réellement en état de poursuivre son pontificat? C'est Bruno Duvic qui nous y emmènera pour aller jusqu'à 19h. Kevin Dufresne sous les radars. Au Royaume-Uni, Cambridge accorde un doctorat à un rappeur. Le Monde à 18h50, c'est vous Franck Matvon. Bonsoir Franck. Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Vague de colère en Turquie après l'arrestation du maire d'Istanbul. Et la tech, la première, est Stéphane Jourdain. Salut Stéphane. Bonsoir à tous. Les rappeurs de PNL qui chantent à la façon de Charles Aznavour. Vous n'en avez jamais rêvé, Fabienne, mais l'IA l'a fait. Allez, à tout de suite tout le monde. Le tour quotidien de la planète a encore des kilomètres à faire. Nous allons tout de suite à New York retrouver les Fuckers. Oompa, c'est dans la playlist de France Inter.
Le reportage d'un jour dans le monde est au Vatican. Ce soir, ça ne vous a pas échappé, ça fait 35 jours que le pape François est hospitalisé à l'hôpital Gemelli pour une infection des bronches et une double pneumonie. Si son état de santé s'améliore régulièrement, cette hospitalisation, de loin la plus longue du pontificat, ouvre beaucoup de questions pour les semaines et pour les mois à venir. Et notamment celle-ci, François, 88 ans, en chaise roulante, le système respiratoire très éprouvé. Peut-il continuer de guider l'Église ? Le reste, c'est Bruno Duvic qui raconte. Ils sont rassemblés tous les soirs dans un coin de la place Saint-Pierre. Quelques centaines de personnes prient pour la santé du pape. Ce soir-là, le cardinal français Dominique Mamberti guide la cérémonie. Une lumière tamisée éclaire les statues. Carmela est là tous les soirs. Tous les jours, sauf s'il fait mauvais. Et le matin, je vais à la messe à Gemelli. Cette petite dame enveloppée dans un châle ne rate aucune nouvelle de l'hôpital. Comme cette photo de 3 quarts d'eau publiée dimanche, la première depuis que François est à Gemelli. Quand j'ai vu la photographie, ça m'a rendue heureuse. Car il va mieux, mais aucune date n'est donnée pour une éventuelle sortie. À la caserne de la Garde Suisse, en journée, un exercice de routine. Comment gérer un touriste agressif ? On occupe l'emploi du temps. Elia Cinotti est le porte-parole. Sa résidence aussi Sainte-Marthe continue d'être gardée malgré son absence et c'est notre mission principale. Ce qui a changé, on va dire, de manière un peu plus marquante, c'est qu'il y a moins de réceptions avec les ambassadeurs et les présidents et ça a diminué fortement notre service, on va dire. Disons que c'est un peu plus tranquille. Depuis plus d'un mois, un autre rituel se déroule en soirée place Saint-Pierre, à l'heure où les mouettes s'intéressent au reste des touristes. Dans la salle de presse, c'est l'heure du bulletin de santé et d'un briefing en off. Pneumonie désormais sous contrôle, les bulletins vont s'espacer. En un mois, on est passé de 600 à 1600 journalistes accrédités, beaucoup au cas où. La relative transparence du Vatican n'épuise pas toutes les questions. La Mexicaine Valentina Alasraqui est là depuis 50 ans. On ne sait pas de quelle façon il va pouvoir être pape. On peut penser qu'il ira mieux et qu'il reviendra à Santa Marta. À Santa Marta, il n'y a pas beaucoup d'espace pour avoir un petit hôpital, disons, entre guillemets. S'il a une crise respiratoire quand même, il faut aussi des appareils. Valentina se souvient du calvaire de Jean-Paul II. 20 ans après, même si François sort de l'hôpital, va-t-il démissionner ? Je ne le vois pas continuer en déléguant aux autres le pouvoir de l'Église. Avec Jean-Paul II, d'un côté, on a eu un exemple, une leçon de la douleur qui a été très enrichissante au niveau spirituel, mais quand même ça, on a payé un prix que c'était le gouvernement en main des collaborateurs du pape. Et je pense que ni Benoît ni François voudraient la même chose. Le climat ces dernières années est celui d'une guerre civile pour le vaticaniste Marco Politi. Les réformes de François, son style autoritaire, ont fracturé l'Église, mais les corbeaux sont restés au nid pour l'instant. En ce moment, il y a le grand moment de l'arrêt. Alors la guerre civile qui était très forte pendant les derniers 10 ans, c'est comme une trêve. Il n'y a pas, comme on dit, déjà des réunions pré-conclave. Il y a une sorte d'élégance. À la fin de l'année, se va poser la question d'une retraite ou non. Avant cela, le pape sera-t-il au Vatican à Pâques ? C'est l'une des nombreuses questions lancinantes ouvertes par cette hospitalisation. Bruno Duvic pour le reportage au Vatican. Bruno, merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. Et nous sommes d'abord en Norvège, Kevin, avec un miraculé. Oui, au milieu de la nuit entre mardi et mercredi, les secouristes ont réussi à sauver un homme pris au piège par une avalanche à Lingen, dans le nord du pays. Un homme retrouvé conscient à 1,50 m de profondeur sous la neige et surtout après y avoir passé 7 heures. Une durée absolument exceptionnelle qui va à l'encontre de toutes les statistiques en la matière. Au-delà du choc, une personne prise au piège après une avalanche survit entre 10 et 15
15 minutes avant d'être asphyxié. Il doit son salut à une poche d'air depuis laquelle il a pu lui-même appeler la police. Cet homme faisait partie d'un groupe de 3 touristes étrangers qui randonnaient à ski. L'un d'eux a été emporté jusque dans les eaux du fjord en contrebas. Il est sain et sauf. La dernière, en revanche, est présumée morte. En 2010, un Suisse, un skieur hors piste, avait survécu 17 heures sous la neige après une avalanche. Nous voici en Indonésie où une loi controversée a été votée. Oui, ça s'est passé ce matin au Parlement. Elle élargit en fait la liste des postes gouvernementaux ouverts aux militaires sans qu'ils n'aient besoin de démissionner de l'armée. C'était déjà le cas par exemple pour le ministère de la Défense, ce qui peut paraître logique. Désormais, des soldats d'actifs pourront occuper des postes civils au bureau du procureur général, dans les agences antiterroristes et anti-narcotrafic ou encore au secrétariat d'État, un ministère d'appui à la présidence. Le président Prabowo Subianto, c'est justement lui qui a voulu ce changement, lui-même ancien officier sous le régime du général Suharto, qui a dirigé l'Indonésie d'une main de fer pendant 31 ans, d'où la crainte de l'opposition et de nombreux militants d'un retour de la mainmise des militaires sur les affaires civiles du pays. L'ONG Human Rights Watch, par exemple, dénonce une atteinte à l'engagement de Prabowo en faveur des droits de l'homme. Et puis nous voici au Royaume-Uni avec une distinction. Un doctorat honoris causa de la prestigieuse université de Cambridge. Voilà ce que va recevoir Stormzy, le rappeur londonien, fait partie de la promotion 2025. Il se retrouve donc dans la même catégorie qu'Antonio Guterres, le patron de l'ONU, la spécialiste des grands singes Jake Goodall, ou encore le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz. En recevant ce diplôme à titre honorifique, j'ai parcouru un peu la liste. Je n'ai pas trouvé d'autres rappeurs. Les musiciens distingués par Cambridge sont souvent des musiciens classiques. Si Stormzy est ainsi récompensé, c'est pour son influence dans la musique, bien sûr, mais aussi pour la bourse qu'il a lancée. Elle permet chaque année de couvrir les frais de scolarité d'étudiants noirs qui rentrent à Cambridge pour favoriser la diversité au sein de l'université. Pour le rappeur, c'est aussi un peu une revanche. GCSEs, and you were offered the chance to go to Cambridge, possibly, weren't you? Yeah. And you decided not to? Wouldn't say I decided not to. En 2018, en lançant la bourse, il révélait avoir lui-même loupé Cambridge parce qu'il était turbulent et un prof lui avait barré la route en lui disant « Tu n'iras pas ». Aujourd'hui, Stormzy, pionnier du grime, le son hip-hop de Londres, a près de 10 millions d'auditeurs mensuels sur les plateformes et le 25 juin, il aura donc un doctorat. Eh ben, bravo à lui, merci beaucoup. Kevin, vous partez en passant par le Brésil, ce qui n'a rien à voir, où nous attend la voix bossa nova d'Astrid Gilberto, So Nice, sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Someone to hold me tight, that would be very nice. Someone to love me right, that would be very nice. Someone to understand each little dream in me. Someone to take my hand, to be a team with me. So nice, life would be so nice if one day I find someone who will take my hand and samba through life with me. Someone to cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. Oh yes, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it would be nice. To cling to me, stay with me right or wrong. Someone to sing to me some little samba song. Someone to take my heart, then give his heart to me. Someone who's ready to give love a start with me. So nice, that would be so nice. Should it be you and me, I can see it
Wilfried Gilberto, So Nice sur France Inter et dans Un jour dans le monde. Le monde à 18h48, c'est Franck Madvon. How dare you? Fabienne Synthèse. Le 18-20. Franck, en Turquie, le maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, arrêté hier, appelle les juges à ne pas se taire. Et ce soir, vous nous dites pourquoi l'opposition dénonce un coup d'État après cette arrestation. En Turquie, l'arrestation d'hier rappelle à certains les mots de Beria, le chef de la sécurité intérieure de Staline. « Montrez-moi l'homme et je vous trouverai le crime ». L'homme, c'est donc Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul. Il a été élu en 2019 aux dépens du candidat du président Erdogan, dont le parti, l'AKP, a longtemps régné en maître sur la capitale. İmamoğlu est alors devenu la bête noire de l'autoritaire chef de l'État. Il doit normalement être désigné dimanche candidat à la présidentielle pour le CHP, la grande formation de l'opposition créée il y a un siècle par Atatürk. Mais Erdogan met tout en œuvre pour l'écarter jusqu'à donc cette arrestation surprise d'hier. Alors quel est le crime ? Eh bien, İmamoğlu est accusé de terrorisme, corruption, blanchiment d'argent, enrichissement personnel. Il est présenté comme le chef d'une organisation criminelle, rien que ça. Son visage s'affiche à la une de la puissante presse pro-Erdogan, l'aboutissement d'un long processus visant à le discréditer. İmamoğlu était déjà sous le coup de diverses inculpations. Cette fois, un cap est franchi. Avant-hier, à la veille de son arrestation, le maire d'Istanbul a même subi l'affront d'une annulation de son diplôme universitaire. Diplôme, figurez-vous, obligatoire pour briguer la présidence. Le coup de filet ne vise pas seulement Ekrem İmamoğlu. Plus de 80 personnes ont été interpellées. Une vingtaine d'autres sont recherchées. Et l'opposition réagit. À commencer par İmamoğlu lui-même. Il avait déjà enregistré une vidéo hier juste avant son arrestation et il a donc pu transmettre aujourd'hui un message à ses avocats depuis sa prison. Message diffusé sur X. Le maire d'Istanbul s'adresse aux juges. Vous devez agir et vous occuper de ces collègues qui ternissent notre système judiciaire et détruisent notre réputation. Depuis hier, des milliers de Turcs se mobilisent pour İmamoğlu malgré la répression. Des manifestations spontanées se tiennent dans plusieurs villes du pays. Pour le moment, tous les rassemblements sont interdits jusqu'à dimanche. Les lieux emblématiques de la contestation, comme la place Taksim à Istanbul, sont barricadés. Des stations de métro sont fermées. L'accès aux réseaux sociaux est restreint. Le pouvoir espère éteindre une colère qui rappelle le grand mouvement de contestation du parc Gezi. C'était en 2013 à Istanbul. Erdogan, en tout cas, Franck, semble prêt à tout pour éliminer un opposant. Oui, la présidentielle n'est prévue qu'en 2028, mais une élection anticipée est très probable pour permettre à Recep Tayyip Erdogan de concourir une nouvelle fois sans être frappé par la limitation à 2 mandats. Le président s'en prend donc à son principal rival. La concurrence politique n'est manifestement plus envisageable en Turquie. Le pouvoir a identifié ce matin 261 personnes accusées d'incitation à la haine pour avoir simplement posté des messages critiques en ligne. Pourtant, l'opposition ne désarme pas. İmamoğlu n'est pas seul. Des dirigeants européens s'indignent et beaucoup de Turcs se montrent déterminés, lassés aussi par la crise économique et la forte inflation. Une certitude, Erdogan ne gagnera pas son bras de fer sans résistance. Merci beaucoup. Franck Madvon. Le jeudi, c'est la Tech la première et Stéphane Jourdain. France Inter. Le 18-20. Stéphane, l'IA qui fait peur, ça on a l'habitude ici, l'IA qui nous assiste au quotidien, l'IA qui menace de nous prendre notre job, et puis cette semaine, voilà, l'IA qui sert à rien. Si c'était nous arracher un sourire, c'est déjà pas mal. Alors ? Eh oui, on parle d'un trend TikTok, une tendance qui fait beaucoup de vues grâce à l'intelligence artificielle. Des TikTokers s'amusent à plaquer les textes des rappeurs d'aujourd'hui sur des musiques des années 50. On commence avec PNL en mode Charles Aznavour. C'est pas la peine de réfléchir. La mélodie me fait du bien. Je pense plus à Gucci pour me vêtir. Parfois je m'habille en gueule, je bats les couilles. Plaire à qui, à quoi, pourquoi faire? Les années passent comme la galère. Je rêve toujours de cette maison sur la mer. La solitude, c'est juste une tepu. Être accompagné de ses Voilà. C'est vrai que ça manquait un peu de violon PNL. Autre genre, autre style, voici Lacrim, rappeur parisien, version jazz balmusette. Qui revient foutre la merde, c'est toujours les mêmes, t'as reconnu l'équipe.
t'as senti l'équipe. Il y a des chevaux plus que dans ta lambeau. Rah, tu t'es fait rafaler dans le dos. Nouvelle caisse, nouvelle liasse. Cette version, Fabienne, a été vue 1 million de fois sur TikTok. Et ça marche aussi avec les femmes. Alors oui, au moment des attaques racistes visant Aya Nakamura, l'expert en art chansonnier Théo Blovard a affirmé dans Libération que les Jaja ou les blabla Pookie d'Aya Nakamura n'étaient rien d'autre que l'équivalent du padam 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 d'Edith Piaf. Eh bien, grâce à l'intelligence artificielle, on sait qu'il avait raison. Jaja, je suis pas ta catin, donc Katana baby, tu t'es ça. Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent. Je suis pas ta daronne, je te ferai pas la morale. Tu parles sur moi, y'a R, H encore, y'a R. On en connaît qui vont pas s'en remettre, Fabienne. Il y a R, Fabienne. Alors pourquoi ces TikTokers font ça? Parce qu'ils aiment le rap français. Qui s'ennuient. C'est ce que... qui s'ennuient peut-être. C'est ce que nous dit Abdel, 24 ans, Canadien de Montréal, connu pour ses montages de PNL. Non, j'ai fait ça en vrai juste pour le kiff. Au de base, c'était vraiment le kiff. Et quand j'ai vu que ça a fait de l'ampleur, j'étais surpris en vrai parce que de base, c'était vraiment juste le kiff. Là, ce que j'ai fait, c'était vraiment avec l'artiste PNL, donc les deux frères, parce que ils ont une belle plume. Et vu qu'ils ont une belle plume, je pense que ça correspond bien à ces années-là. Vous savez, les musiques de Charles Aznavour et tout ça, je trouve que ça va très bien ensemble. Alors justement, effectivement, pour Booba, ces collages IA, on se mérite là, Stéphane, se rendre compte de la profondeur de certains textes contemporains. Oui, grâce à cette IA, on réalise, je le cite sur X, que les vrais textes de rap actuels n'ont rien à envier au plus grand nom de la chanson française. Alors c'est vrai pour certains, Booba a raison, ça marche pas mal avec le rappeur marseillais Jules. J'aimais traîner, j'aimais bien rentrer tard, puis dégoûter des gens, c'est Netflix, pétard. Je t'ai vu quand je suis passé, si tu m'as senti bizarre, c'est que tu m'as fait mal ou que t'es un suceur. Je sais que les petits jaloux m'ont dans le viseur, maintenant quand je rentre, je regarde le rétroviseur. J'ai beau séduire, moi je suis pas là par hasard, c'est pas pour rien tout ce qu'il y a dans la zague. Mon petit pochon à 5 heures dans le sac, j'ai le cerveau qui fume. Laissez-moi, je suis sous la lune, et j'en ai vu plus d'une. Alors je fais vodka Schweppes, ça grouille. Une petite pensée pour les auditeurs qui prennent l'émission en cours. Mais ça marche moins bien, ce que dit Booba, ça marche moins bien avec le rappeur de Sevran, Caris. Attention, éloignez les enfants. Je suis au départ de la fusée, Ariane, sa tête étonne, grosse bouffonne. Oh là là. Je crame le gros cul de Marianne, c'est pour ça que ça sent le bacon. Je leur mets profond, je fais de la spéléo, je t'ouvre la gorge comme une trachéo. Ok, donc alors, voilà, on passe, et alors j'ai pas fini parce que je vous vois nuire, ça vous a donné quelques idées. Eh oui, je vais encore douiller, je crois. Il est temps de changer le jingle du 18-20, et j'ai 2 propositions pour vous. Première proposition. Dans le 18-20 ce soir, la question politique du Zour. Juste après le journal, et signé Yalgouz. Elle est nulle, Est-ce Léa. qu'on y voit plus clair dans notre économie de guerre? On va la moderniser, Ah oui, cette s'il vous plaît. antenne, vous allez voir. Deuxième proposition qui concerne Kevin Dufresne. Oula. Le 18-20 de France Inter est ouvert. Nous sommes au pas de votre porte et au bout du monde. Soyez les bienvenus sous la planète et sa banilou. Bonsoir que va de proche. Ah mais quelle nouille cette vin. Bonsoir te bas d'une proche. Kevin Dufresne, je pense qu'on va l'adopter. Vous allez l'adopter. Laquelle vous prenez, Fabienne? Je prends le 2, la banillouille. Allez Stéphane, merci, à la semaine prochaine.